Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau chapitre intitulé Firewalling et NAT sous Linux, c'est-à-dire configuration de firewall et configuration du NAT sous un système Linux. Pourquoi le choix du système Linux? C'est tout d'abord parce que Linux est un système assez populaire et d'autre part parce que dans Linux, la configuration du firewall se fait par ligne de commande, ce qui fait comprendre le fonctionnement et la configuration du firewall sous Linux vous permettra d'apprendre facilement fonctionnement et la configuration d'un firewall commercial. Et troisième avantage, c'est parce que le firewall sur Linux, c'est gratuit. On n'a pas besoin d'investir pour se doter d'un firewall. Un netfilter, c'est-à-dire un firewall, permet de faire beaucoup de choses en matière de filtrage de paquets et translation d'adresses. C'est-à-dire un firewall, elle permet, non pas uniquement si on entend parler d'un firewall, directement on va sur le côté filtrage. Mais le filtrage fait deux choses, fait le filtrage de paquets et la translation d'adresses. Un firewall ou pare-feu est un dispositif matériel ou bien un dispositif logiciel servant de système pour la protection du réseau local contre les attaques qui proviennent de l'extérieur. Mais un firewall, il peut également servir pour sécuriser certains blocs du réseau à l'intérieur d'une entreprise, car on sait que un pourcentage assez important des attaques proviennent également des utilisateurs internes, ce qui fait certains blocs du réseau à l'intérieur de l'entreprise doivent être protégés contre des attaques qui proviennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Comme le montre le schéma suivant, donc le schéma suivant ici, j'ai mon réseau local et j'ai l'Internet. Le firewall, c'est un dispositif qui permet de protéger le réseau local contre le feu ou bien les attaques qui proviennent de l'extérieur. Et le firewall permet aussi de protéger certains blocs du réseau à l'intérieur de l'entreprise contre les attaques qui proviennent aussi de l'intérieur. Un firewall est également utilisé pour la création de zones démilitarisées, c'est-à-dire la DMZ. La DMZ, c'est quoi? C'est un espace ou bien c'est une zone dans le réseau qui contient des serveurs qui doivent être publics. Exemple ici, j'ai un serveur web. Le serveur web doit être accessible au public, ce qui fait, pour le protéger contre les abus de l'extérieur, je peux contrôler l'accès à ce serveur par le firewall. C'est-à-dire ici, la configuration, j'ai un firewall. Ici, je peux enlever cette ligne-là pour dire que le firewall, il est relié à l'extérieur, relié à la DMZ et relié au réseau interne. Et c'est le firewall qui contrôle l'ensemble des trafics qui passe à la DMZ. Exemple ici, si par exemple j'ai uniquement dans mon entreprise un serveur web, c'est-à-dire un serveur Apache, et là, je peux dire au firewall de ne laisser que les requêtes Apache passer par là. Comme ça, d'autres accès au serveur ne sont pas possibles. Voilà un schéma qui montre l'utilisation de la configuration générale du réseau d'une entreprise. Là, j'ai l'accès, j'ai le réseau extérieur, j'ai la DMZ qui contient les serveurs publics et j'ai mon réseau local. J'ai un firewall qui relie l'ensemble, c'est-à-dire le firewall doit disposer de trois interfaces réseau, une relie l'extérieur, une deuxième interface reliée au réseau local et une troisième interface reliée à la DMZ. Et tout le trafic doit être contrôlé par le pare-feu. Une DMZ, c'est comme j'ai dit, c'est une zone qui contient les serveurs publics accessibles depuis l'Internet et le LAN. Exemple, le serveur HTTP, le serveur mail, le serveur FTP et ainsi de suite.
L'avantage d'un firewall, il s'agit d'un point unique de sécurité qui peut focaliser toute l'expertise. En effet, si nous avons dans notre entreprise plusieurs serveurs, un administrateur doit mettre les mesures de protection sur chacun de ces serveurs. Or, configurer plusieurs serveurs, c'est une tâche qui est difficile pour l'administrateur. La solution, c'est quoi? C'est mettre uniquement un firewall et l'accès à ces serveurs se fait à travers le firewall. Ce qui fait, on n'a pas besoin de faire une configuration sur chacun de serveurs. Une configuration ou bien une protection, elle est suffisante uniquement sur le firewall. Ça, c'est un avantage très important. Cet avantage aussi, c'est aussi un inconvénient parce que si le firewall est vulnérable, alors le réseau local de l'ensemble du réseau local de l'entreprise est vulnérable. Et des fois, la gestion du firewall est complexe parce que c'est pas facile d'établir les règles pour la configuration d'un firewall. Établir les règles demande une étude qui nécessite des semaines pour voir euh, euh, les besoins de chaque serveur et comme ça établir les règles nécessaires. Il existe trois types de firewall, ou bien trois types de filtres, un filtre de paquet, un filtre de contenu et un filtre hybride. Comme vous savez, un paquet IP contient un champ, euh, un champ de un en-tête IP, un en-tête IP, puis un champ de données. Un firewall, un filtre de paquet, c'est un filtre dans lequel les critères de filtrage se font uniquement sur l'en-tête du paquet IP. C'est-à-dire, les critères de filtrage se font sur l'adresse IP source, l'adresse IP destination, l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, le protocole, l'interface d'entrée, l'interface de sortie et tout ça. Un filtre de contenu, c'est un filtre dans lequel la décision de filtrage se fait uniquement sur le champ de données. Exemple, la valeur d'un URL, exemple, le contenu d'un site web. Ça, c'est des données sur lesquelles vont porter les filtrages. Un filtre hybride, c'est quoi? C'est un filtre qui mixe les deux, c'est-à-dire c'est un filtre qui se fait dans lequel les critères de filtrage se font sur l'en-tête et le champ de données. Donc, un filtre de paquet, comme j'ai dit, la décision de filtrage est basée uniquement sur les valeurs des champs de l'en-tête IP. Exemple de ces filtres, c'est les filtres de Linux. Le filtre de contenu, ici la décision de filtrage, comme j'ai dit, se porte sur les informations du champ de données. Exemple, nom d'un site web, contenu de site web, certaines commandes, etc. Exemple, ISA serveur de Microsoft, c'est un filtre de contenu. Les filtres hybrides, ici j'ai dit la décision de filtrage est basée sur les valeurs de l'entête IP et sur le contenu. Exemple, Checkpoint et PX de Cisco. Les filtres de Linux ont évolué suivant le noyau de Linux. À partir du noyau 1.1, le firewall était IPFWADM. À partir du noyau 2.2, le firewall était IPchains. Et à partir du noyau 2.4, le firewall, c'est IPchips. Actuellement, c'est le firewall IPchips qui est largement utilisé. Et chaque filtre, il améliore ou bien il corrige les défauts du firewall précédent. Exemple là, IPchains a apporté des améliorations à IPFWADM et IPchips et corrige les défauts de IPchains. Le schéma général d'un firewall, c'est quoi? C'est, et là je parle de filtre de Linux, c'est j'ai mon réseau local, et j'ai l'Internet, et le firewall, il fait interface et aussi passerelle entre l'Internet et le réseau local.
un certain nombre de paquets arrivent au firewall et c'est le firewall qui va décider quels sont les paquets qui sont autorisés à entrer dans le réseau local et quels sont les paquets qui doivent être rejetés. Mais on doit savoir une chose, que un paquet, un paquet qui vient de l'extérieur, il vient avec une adresse de destination. L'adresse de destination, quand un paquet arrive avec une adresse de destination, l'adresse de destination, il peut être égal à quoi? L'adresse de destination, il est soit égal à l'adresse IP du firewall lui-même, ou bien l'adresse de destination est égale à adresse IP d'une machine du réseau local. Donc, comme ça, le paquet, il est soit destiné au firewall, soit destiné au réseau local. Dans l'autre sens aussi, un paquet qui sort, soit il est destiné au firewall, soit le paquet, il est destiné à l'extérieur. Un filtre de paquet consiste à quoi? Consiste à quoi? Donc là, j'ai mon firewall, un paquet qui vient, pardon, le firewall va capturer le paquet. Elle va, puisque c'est un filtre de paquets, donc le firewall va agir uniquement sur l'entête du paquet. Donc le firewall va analyser uniquement l'entête de ce paquet-là, puis décide de ce paquet selon des règles déjà établies. Et là, dans le firewall, nous avons un certain nombre de règles et quand on passe, chaque règle va décider du sort de paquet. Exemple, quand le paquet arrive, il passe la première règle. La première règle peut accepter le paquet. Donc là, le sort de paquet, c'est accepter. Mais accepter à quoi? C'est non pas à être accepté, mais passer. Accepter, c'est pour passer, être interprété ou analysé par la règle qui suit. Comme leur nom l'indique, les règles sont des critères sur le contenu des paquets. Les critères, comme j'ai dit, ce sont les informations contenues dans l'entête du paquet, à savoir l'interface source, bien l'interface destination, exemple ETH0, ETH1, l'adresse IP source ou bien l'adresse IP destination, le port source, le type de trame, le nombre de paquets, etc. On va voir cet ensemble de critères en pratique. Suivant si le paquet répond ou non aux critères, le paquet sera dirigé vers une cible. Quelles sont les cibles qui sont disponibles? La cible drop. Cible drop, c'est-à-dire le paquet est détruit purement et simplement. La cible reject, le paquet est détruit, mais l'expéditeur en est informé. Là, remarquez ici que j'ai une non-acceptation, mais sous deux formes, forme drop et forme reject. Reject, si par exemple je ping sur une machine, avec si le ping est droppé, la machine qui a émis qui a fait le ping ne recevra aucune information. Par contre, si je mets reject, j'ai dit l'expéditeur est informé. Et là, quand vous mettez un ping, et vous recevrez un message comme quoi il y a un firewall qui ne vous a pas autorisé de faire le ping. Accepte, le paquet est autorisé à continuer dans le traitement de la pile IP. Donc là, accepte, c'est j'ai un certain ensemble de règles. Si par exemple cette règle accepte le paquet, c'est pas comme j'ai dit accepter pour être traité dans la pile, mais accepter à passer à la règle suivante. Un paquet accepté ici peut être droppé ou bien peut être refusé par une règle qui vient, une règle suivante. Log et ulog, comme leur nom indique, ce sont deux formes de journalisation. C'est les paquets à autoriser à continuer. C'est pas un filtrage ici, mais c'est uniquement un notage des informations sur le paquet. Masquerade, c'est-à-dire masquer des informations par d'autres, c'est-à-dire changer des informations par d'autres.
Donc, masquerade, le paquet va être modifié afin de dissimuler certaines informations concernant son origine. C'est-à-dire, un paquet vient avec certaines informations et avec masquerade, on peut changer certaines informations du paquet par d'autres. SNAT, source NAT, c'est-à-dire ici, c'est l'adresse source qui est modifiée par une autre. DNAT, destination NAT, l'adresse de destination qui est modifiée par une autre. Marque, le paquet est marqué en y attachant une information, c'est juste pour marquer le paquet. Comme vous remarquez ici, j'ai le paquet, mon firewall permet de faire le filtrage avec les cibles drop, reject, accept. Elle permet de faire la journalisation avec log et ulog. Et il fait aussi le NAT avec masquerade, SNAT et DNAT. On va voir ça, tout ça en pratique. Un firewall ne s'occupe pas uniquement de filtrage de paquets. Il est conçu pour gérer 3 types de tables. La table filtre, la table NAT et la table mangle. C'est quoi une table? Là, nous avons une table. Une table, c'est un ensemble de chaînes. Chaîne 1, par exemple, chaîne 2. Une chaîne, c'est quoi? C'est un ensemble de règles. Par exemple, la règle 1, règle 2, et ainsi de suite. La règle 1, règle 2, et ainsi de suite. Une table, c'est un ensemble de chaînes. Une chaîne, c'est un ensemble de règles. Le firewall, comme j'ai dit, ne s'occupe pas uniquement du filtrage de paquets. Il est conçu pour gérer 3 types de tables. La table filtre, la table NAT, filtre c'est tout ce qui est filtrage, la table NAT c'est tout ce qui est NAT, et la table MANG, on va voir sa définition tout à l'heure. La table filtre est composée des chaînes, la chaîne input, la chaîne forward et la chaîne output. Son but de quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'internet, j'ai mon réseau local, mon firewall et j'ai mon LAN. Donc là, c'est l'internet et ça, c'est le firewall. Comme j'ai dit, un paquet, quand il vient, il est soit destiné au firewall, c'est-à-dire l'adresse vient avec une adresse IP destination qui est l'adresse IP du firewall, soit une autre adresse, c'est-à-dire destinée au réseau local. De l'autre côté aussi, un paquet est venu, quand il sort du LAN, il sort soit vers le firewall ou bien il sort vers l'extérieur. Et là, dans chaque passage, nous avons besoin d'une chaîne qui contient des règles qui réglementent ce passage. Exemple ici. Ici, dans ce cas-là, ou bien dans ce cas, les paquets sont destinés au firewall, c'est-à-dire on doit autoriser leur input au firewall. Et pour cela, nous avons la chaîne input qui contient l'ensemble des règles qui contrôlent le filtrage de paquets destinés au firewall. Forward, c'est quand le paquet vient avec une adresse de destination du réseau local, ou bien quand un paquet sort avec une adresse de l'internet, là, le paquet doit transiter le firewall soit de ce côté ou bien de ce côté-là. Et pour cela, nous avons besoin des règles qui permettent de contrôler le forwarding c'est-à-dire le transit des paquets. Et toutes les règles qui contrôlent le transit sont rassemblées dans la chaîne forward. Et nous avons un troisième cas, c'est dans le cas où une application du firewall émet un paquet soit vers le réseau local ou bien le réseau Internet. Et là, nous avons besoin des règles qui permettent de contrôler les paquets qui sortent du firewall. Et là, nous avons la chaîne output qui permet de filtrer les paquets sortant émis par les applications du firewall. Donc, en résumé, j'ai dit input,
c'est la chaîne qui contient les règles qui permettent de filtrer d'accepter ou non les paquets destinés au firewall. Forward, c'est la chaîne qui contient les règles qui permettent de contrôler le transit des paquets à travers le firewall. Et la chaîne output contient l'ensemble des règles qui contrôlent les paquets qui sortent du firewall. La table NAT contient les chaînes pré-routine, output et post-routine. Et là, comme leur nom l'indique, la table NAT, elle est liée au routage. Parce que firewall, c'est aussi une passerelle. Une passerelle, un paquet, quand il vient, il doit passer par le firewall pour voir vers quelle destination elle va être acheminée. Pré-routine, c'est-à-dire avant le routage. Output, c'est sortir de firewall. Post-routine, c'est après le routage. Je vais expliquer ça dans une figure qui suit. La table NAT, elle est spécifiquement destinée à assurer le NAT. Donc là, si j'ai pré-routine, c'est-à-dire faire des modifications avant le routage. Si j'ai par exemple ici une fonction de routage à l'intérieur du firewall, quand à l'arrivée des paquets, la pré-routine contient l'ensemble des règles qui effectueront les modifications avant le routage. Output, c'est j'ai une application au niveau de firewall. Le firewall émet un paquet. Quand le paquet veut sortir de firewall, là, je peux souhaiter à ce que j'effectue des modifications sur le paquet. Post-routine, c'est-à-dire quand le paquet quitte le firewall, pour quitter, il doit quitter avec certains changements. La table Mangle est composée des chaînes pré-routine, input, forward, output et post-routine. Cette table est très particulière. Elle permet de modifier les paquets en leur rajoutant ou supprimant certaines informations. Cette table est pour l'instant utilisée dans le cadre de la QoS, qualité de service, permettant de rendre le traitement de certains paquets plus prioritaire que d'autres. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à la chaîne, à la table filtre et la table NAT qui sont les plus utilisées. Donc là, j'ai un schéma de mon firewall. À l'entrée d'un paquet, le paquet doit passer par les règles de la chaîne pré-routine, c'est-à-dire avant le routage. C'est-à-dire, quand le paquet arrive, les règles ici vont déterminer quelles sont les modifications à apporter sur ce paquet. À ce niveau-là, le paquet a subi les modifications qui sont demandées. Et selon ces informations-là, le paquet va être routé. Elle est routée vers qui? Elle est routée soit au firewall, soit elle est routée aux applications locales du firewall, ou bien routée vers autre. C'est-à-dire ici, le paquet est soit avec adresse IP destination, c'est celle du firewall, donc il passe par là, soit adresse IP destination, c'est autre, et là, il doit passer par les règles de la chaîne forward. Maintenant, je prends ce premier cas. Si l'adresse IP destination est celle du firewall, comme j'ai dit tout à l'heure, le paquet doit passer par les règles de la chaîne input de la table filtre pour savoir si le paquet est rejeté ou bien s'il est accepté. S'il est rejeté, c'est bon. S'il n'est pas rejeté, c'est-à-dire accepté, le paquet va atteindre les processus, les applications locales. Deuxième cas, c'est l'adresse, le paquet arrive avec, après changement, arrive avec une adresse IP destination autre, c'est-à-dire c'est pour transiter. Et là, le paquet doit passer l'ensemble des règles de la chaîne forward. Et quand il va sortir, il passe avant de sortir, il doit passer par l'ensemble des règles de la chaîne
post-routine pour pouvoir apporter les modifications s'ils sont demandés et le paquet va quitter avec les changements qui sont mentionnés la chaîne la chaîne post-routine. Le dernier cas qui reste, c'est un paquet qui sort d'une application du firewall. Et ce paquet-là va passer aux règles de la chaîne output de la table filtre pour dire est-ce que le paquet est autorisé à sortir. S'il est autorisé, il doit passer par les règles de la chaîne post-routine pour apporter les modifications et le paquet va suivre son chemin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la chaîne préroutine, à ce stade, la chaîne préroutine, c'est la chaîne qui est demandée avant le routage. À ce stade, le paquet n'a subi aucune modification par rapport à ce que l'interface a reçu. Et là, nous avons soit le paquet il est destiné aux applications processus locaux, soit est destiné à l'autre. Et là, on retrouve, c'est un deuxième schéma, une deuxième explication de ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, c'est pas la peine de répéter tout ça. Juste ici, on dit quels sont les hooks nécessaires pour dans chaque chaîne. Par exemple, la chaîne output, le hook ou bien l'application nécessaire, c'est netfilter IP local-output. Là, un schéma qui explique, bien qui résume ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, un paquet arrive va passer par les règles de la chaîne préroutine du NAT. Et là, on décide si le paquet est destiné au firewall ou bien destiné à autre. S'il est destiné au firewall, il passe par les règles de la chaîne input de filtre pour atteindre les applications locaux. S'il est destiné à autre, il passe par les règles de la chaîne forward de filtre. Puis, une fois routé, passe par les modifications apportées dans post-routine et le paquet sort avec ces modifications. Et dernier cas, quand un paquet sort du firewall, il passe d'abord par l'output du NAT pour spécifier les modifications à apporter, puis l'output de filtre pour dire est-ce que le paquet est autorisé à sortir ou non, puis il passe par les modifications à apporter dans la chaîne NAT. Chaque point dans le schéma correspond à une chaîne de filtrage. Une chaîne de filtrage, comme j'ai dit, c'est une suite de règles. Une règle, comme j'ai dit, elle analyse l'entête de paquet et décide si le paquet doit être routé ou bien éliminé. Une règle particulière dit règle par défaut ou bien la policy est constituée et consultée si aucune règle ne correspond au paquet capturé. Et ça, on va voir dans la partie 2, on va voir en pratique tout ça avec iptables de Linux. Bon courage.